pour cet épisode, on va faire d'abord les éléments finis en 1D. Pourquoi le 1D? Parce que c'est facile. Quand tu es en 1D, tout est facile, c'est ça. Bon, en pratique, faire des éléments finis en 1D, c'est pas hyper intéressant. C'est plutôt aux dimensions supérieures, en 2D ou en 3D, que c'est intéressant d'avoir des maillages non structurés. Mais le 1D, c'est facile pour comprendre comment ça marche. Alors l'idée de base est la suivante. C'est, tu as un maillage. Non, tu as un domaine oméga comme ça. Sur ce domaine, tu as une fonction grand U comme ceci. Et cette fonction, sur ce domaine oméga, on veut la calculer de manière approchée. Ah oui, parce que cette fonction, elle appartient à un espace grand U. Et on rappelle que la dimension de cet espace qui contient toutes les fonctions possibles qui nous intéressent, elle est infinie. Et on va supposer qu'on s'intéresse à des fonctions petit u dont les valeurs à droite et à gauche du oméga valent 0. Voilà, ça sans perte de généralité. Après, on fera les trucs un peu différents. Ok? Alors, l'idée de base est la suivante. C'est cette fonction u, on va l'approcher. On va même mettre ça, on va le mettre comme ça. Cette fonction u de x, on va l'approcher pilou par une approximation que je vais appeler UH de x. Alors H c'est typiquement, vous voyez, une taille caractéristique d'élément. La longueur d'un élément. Ah ouais, tu vois, au-dessus là, je me suis amusé à prendre oméga et à le diviser en un certain nombre d'éléments que je vais appeler oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4 et avec des sommets x0, x1, x2, x3, x4. Ok? Et l'idée de base, c'est on va approcher, tu vois, la courbe noire par une courbe bleue qui va ressembler à ça. On prend un certain nombre de hauteurs ici, comme ceci, et la courbe bleue, c'est une approximation linéaire par morceau. Ok, donc si je veux colorier, j'approche ceci, pilou, voilà, par ceci, pilou. Ok. Alors évidemment la question c'est comment est-ce que je construis cette approximation linéaire par morceau. Cette approximation linéaire par morceau, je l'appelle UH de x. Ok. Le H est une taille caractéristique d'un des segments. Ils ne sont pas obligatoirement tous de même taille. On peut dire que c'est le plus grand H ou le plus petit H, ou c'est une moyenne, ou c'est un H caractéristique. Tu fais ce que tu veux, mais le H représente. Évidemment, tu te rends bien compte que plus tu mets de degrés de liberté, plus le H va être petit, plus le N va être grand. Et tu vas voir, si le N va être grand, ça va être embêtant, ça va coûter plus cher. Et si le H il est petit, bah, évidemment, l'approximation linéaire par morceau va ressembler de plus en plus à la fonction U. Okay. Bon, ici, dans un premier temps, je suppose que je connais la fonction U. En pratique, je ne la connais pas. Mais donc, on va partir de ce premier postulat. Alors, quand on écrit ça, on écrit que ceci, c'est la somme de J allant de petit 1 à grand N d'un truc qu'on va appeler grand UJ, qui sont les valeurs nodales inconnues. Alors, c'est quoi une valeur nodale? C'est cette hauteur-ci. Là, entre ça et ça, c'est U2. Ok? Multiplié par quoi? Pilou. Par un taux J de x, qui sont les fonctions de forme définies a priori.
Alors, typiquement, si je peux calculer taux J, eh ben, on a ici J est égal à 2 et taux 2 de x, c'est une fonction qui va ressembler à ceci. Taux 2 de x. Okay. Donc, c'est une fonction petit chapeau qui est linéaire par morceau. Okay. Et donc, ça c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite aussi? C'est que l'ensemble de toutes les fonctions taux j forme une base de l'espace UH. Oui, mais c'est quoi l'espace UH? Ben, l'espace UH, pilou, c'est celui-ci, ce truc-là, appartient à un espace UH qui lui-même, on va le supposer, inclus dans l'espace grand U. Et cet espace UH, dimension de UH, est égal à N. À chaque nœud, on fixe globalement une fonction de forme, une valeur nodale, et ça spécifie la taille de l'espace. Ok? Donc, on remplace, on approche une fonction U qui appartient à un espace de dimension infinie par une fonction UH qui appartient à un espace de dimension finie, attention, qui est un sous-espace de cet espace U. Et pour faire ça, il faut imposer simplement que les fonctions de forme appartiennent à grand U. Okay? Si les fonctions de forme appartiennent à grand U, naturellement, UH appartient. On peut montrer que les taux J forment une base de UH, parce que chaque taux J est indépendant de l'autre. Il n'est pas possible d'obtenir taux 2 à partir de taux 1 et de taux 3. Unmogelijk. Ok? Et on va maintenant un peu comprendre comment ça marche. You follow me? You follow me? Ok. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ce truc. On va prendre ce bazar-là. Pilou. Alors, on va récupérer mon maillage. Là, voilà. Je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Et je vais prendre mes fonctions. On va prendre mes fonctions. Alors, regarde. On va reprendre le maillage ici. Voilà. Et on va reprendre les fonctions. Alors, regarde bien ce que je sais. On va dire que ce que je sais, c'est que U1, c'est cette hauteur-là. Que U2, c'est cette hauteur-là. Et que U3, c'est par exemple cette hauteur-là. Okay? Ce que je sais, c'est que taux 1, c'est cette fonction-ci. Ça, c'est taux 1. Alors, on peut dire, attention, c'est subtil, ici, tu as x1, ici, tu as x2, ici, c'est x3. Les fonctions de forme classiques sont définies de telle manière que taux i de grand xj est égal à delta ij. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si i est égal à j, ou si j est égal à i, c'est la même chose, ça vaut 1. Donc tu vois que taux 1 de x1, ça vaut 1. Tu vois que taux 1 de x2, ça vaut 0. Tu vois que taux 2 de x2, ça vaut 0. Tu vois que taux 1 de x0, ça vaut 0. Tu vois que taux 1, pilou, de x3, de x4, ça vaut 0. Donc, c'est ça la propriété de base. Ok? Pilou, piece of cake. Ok? Tu vois aussi que les taux J, c'est ce qu'on appelle des fonctions de forme à support compact. Ben, la fonction est non nulle uniquement sur deux éléments, ceux que j'ai indiqués ici. Oméga 1 et oméga 2. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais construire UH. On va le faire lentement, calmement,
posément, sans énerver. Tu fais ça tout doucement, Vincent, parce que sinon ils vont rien comprendre du tout. Ils vont me dire, oh là 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 là, ça c'est compliqué comme cours, je comprends rien du tout. Alors tu te concentres, c'est pas compliqué. J'écris quoi? Pile. J'écris que U h de x. Alors, U0, j'ai dit que ça valait 0, puisque ça vaut 0. Donc, on écrit d'abord U1 taux 1. Alors, U1 taux 1, c'est quoi? Ben, c'est le U que j'ai dessiné là, multiplié par taux 1. Donc, c'est ça. Ok? Alors, après, tu considères U2 et taux 2. Taux 2, c'est quoi? Taux 2, c'est ça. Et donc maintenant, on va faire plus U2 taux 2 de x. Ben, U2 taux 2 de x, c'est ceci. Ok? Ça va? Donc ça, c'est cette fonction-ci. On va la assurer comme ça pour qu'on voit bien le truc. Tandis que U1 taux 1, c'est ce truc-ci. Ok? Puis on va prendre pilou. On va prendre quoi? On va prendre en gris taux 3 et qu'on multiplie par U3. U3, il est là. Ok? Plus U3 taux 3 de x. Et U3 taux 3 de x, c'est quoi? C'est ceci. Pilou. Ok? Et tu dois additionner le truc rouge avec le truc de couleur, on va dire olive, et le truc gris. Tu vois d'abord que sur le premier élément, il n'y a que le truc rouge. Donc, la solution bleue, UH, c'est ça. Ça, c'est sur oméga 1. Sur oméga 2, ben, tu as le truc olive et le truc rouge. Attention, tu te concentres. Tu ajoutes une droite à une droite. Une droite met une droite. Une droite plus une droite, ça fait une droite. Tu vois tout de suite que en x1, le truc olive vaut 0 et le truc rouge, il vaut U1. Tu vois tout de suite qu'en x2, le truc rouge, il vaut 0 et le truc olive, il vaut ça. Donc, tu vois tout de suite que tu obtiens cette droite-là. Idem entre sur oméga 3. Sur oméga 3, tu as le truc olive et tu as le truc gris. Le truc olive, il vaut 0 en x3. Le truc gris, il vaut U3 en x3. Le truc machin, t'as compris? Eh ben, c'est piece of cake. Donc, tu vois la condition. Et tu obtiens le UH de x. Tu comprends un peu pourquoi on appelle les taux J les fonctions de forme? C'est ce qui donne forme à la solution. C'est ça que tu fais. Donc, tu vois, tu as des fonctions élémentaires. Et ces fonctions élémentaires, tu les multiplies par les valeurs nodales et ça donne forme à la solution approchée. C'est si simple. Alors, regarde, en résumé, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est le slide résumé. Donc tu as eu une fonction quelconque qui appartient à un espace de dimension infinie que tu approches par une fonction UH qui est définie par exemple à partir de fonctions de forme petit triangle et tu obtiens une approximation linéaire par morceau. Oui, mais alors tu vas me dire, ouais, c'est bien une approximation linéaire par morceau. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, tu peux faire par exemple sur chaque élément une approximation constante. Tu peux faire aussi de dire que sur chaque élément, tu représentes ça par une parabole. Tu vois ici, il y a deux éléments. Oméga 1, oméga 2, oméga 1, oméga 2. Mais tu vois qu'ici maintenant, sur oméga 1, je vais définir
3 valeurs et je vais calculer une parabole. Et ça permet de représenter de manière nettement plus précise mes éléments, ma surface, ma fonction U, pas les éléments. Et tu vois que ici, ça c'est UH, ceci c'est UH, et ceci c'est UH. Tu vois tout de suite qu'utiliser des fonctions de forme de degré de plus en plus élevé permettra d'avoir une représentation pour un maillage donné de plus en plus précis de la solution inconnue. Ah, alors, comment est-ce qu'on trouve les fonctions de forme? Ben c'est facile, les fonctions de forme unidimensionnelles de Lagrange, c'est rien d'autre que les polynômes de Lagrange. Eh, on vous avait dit que Lagrange revenait tout le temps. Tu vois? Alors, il y a un peu de terminologie que je vais introduire, c'est que quand on a un élément, les deux points externes, on appelle ça, je vais appeler ça des sommets. Donc un élément est caractérisé par deux sommets. Tandis que les points additionnels sur lesquels j'ai rajouté des valeurs nodales qui ne sont pas l'intersection de deux éléments, je vais appeler ça des nœuds. Donc tu as maintenant les sommets qui sont les frontières entre les éléments et les nœuds, les endroits où j'évalue la fonction. Ouais, alors tu vas me dire, quand vous avez dans les podcasts précédents parlé des nœuds du maillage, vous auriez dû dire des sommets. Eh bien, t'as un peu raison, j'aurais dû dire des sommets. Mais vous savez, nœuds, sommets, tout ça, on mélange un peu tout, et tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais tu dois comprendre qu'il y a des nœuds et des nœuds, des nœuds, des sommets, des tas de trucs, et tout ça est intéressant. Ok? Ouais. Maintenant qu'on l'a fait en 1D, la question c'est que tu dis, oui mais tout cet OJ, ça va être compliqué à calculer ça. Mais non, il y a une astuce. Je vais les définir uniquement sur un segment par an, comme ça, défini entre -1 et 1. Je vais définir par exemple les fonctions de forme linéaire comme ceci. Et je vais dire que l'élément parent il vit dans un espace passif comme ça. Et je vais appeler ceci par exemple phi1 de xi. Et cette fonction-là, phi-1 de xi. Ça, c'est les fonctions de forme sur l'élément -1, 1. Et quand je veux obtenir ces fonctions de forme sur un élément quelconque, je vais faire un petit changement de variable qui va me permettre d'obtenir ces fonctions de forme sur n'importe quel élément possible. Comment est-ce que je fais ce petit changement de variable-là? C'est facile. Je prends le 0 ici et je le mets au milieu de cet élément-là. C'est ceci. Et puis, j'applique un facteur de dilatation entre la longueur de cet élément-ci, qui est 2, et la longueur de cet élément-là, qui est HE, c'est-à-dire XE moins là. Et ça me donne ce petit facteur-là. Et puis, tu peux renverser l'isomorphisme, le changement de variable, si tu veux avoir le changement de variable retour. Et donc, ça c'est l'idée géniale des éléments finis. Je vais juste devoir programmer les fonctions de forme sur l'élément parent. Et avec ce petit changement de forme, j'obtiendrai toutes les fonctions de forme sur tous les éléments. Waouh! So easy! Bon, alors en deux dimensions. En deux dimensions, c'est exactement la même chose. Les fonctions de forme, ce seront des fonctions tentes. Tu vois, je prends un nœud ici. Et le taux J associé à ce nœud XI, il vaut 1 sur ce nœud-là et 0 sur tous les autres nœuds. Et donc, la fonction de forme, ça sera la tente que tu as obtenue en mettant un poteau en XI et tu fais tendre sur chaque petit triangle un plan qui va vers 0. Et tu vois que cette fonction de forme,
c'est une sorte d'ensemble, d'assemblage de plans, de fonctions linéaires différentes sur chacun des triangles qui contient xi. Elle est toujours à support compact, elle ne vit que sur quelques éléments, les éléments qui contiennent xi. Alors tu vas me dire, oh, mais ça c'est compliqué à définir. Ben non, on va faire exactement comme on a fait en 1D, on va définir les fonctions de forme uniquement sur un triangle parent, et puis on va faire des petits changements de variables. Et donc, on va faire un triangle parent pour définir toutes les fonctions de forme. Ça, ce sera ce que je vais raconter au prochain épisode. Reste à l'écoute, on va faire de nouvelles aventures avec Jean-François. Reste là. Be patient. La suite des aventures au prochain épisode. Pilou, pilou, pilou. On y va les gaminous. Oui, pilou, on fait tout ça, ça va aller. Bon, alors, on arrête ce que Dieu, perlou.